Le lustre en cristal de la chambre principale de la Villa Moretti, à Chicago, oscillait légèrement perturbé par les mouvements frénétiques de 15 personnes agglutinées autour d'un seul lit médicalisé. Ce n'était pas un hôpital. C'était le domaine des Moretti, un empire de 20 000 pieds carrés, fait de marbre poli de sculptures anciennes et de secrets si profondément enfouis qu'ils ne voyaient jamais la lumière du jour. Mais rien de tout cela n'importait maintenant. Noah Moretti, 8 ans, était en train de mourir. Son petit corps convulsait violemment sur les draps de soie, son dos se cambrant de manière anormale, tandis que de l'écume se formait au coin de sa bouche. Les moniteurs émettaient on des bips dans un rythme chaotique, leur son se mêlant aux voix urgentes des médecins dépêchés de Londres, de Singapour et de la Mayo Clinic. De l'adrénaline tout de suite, aboya le Dr Weber, ses mains tremblantes, alors qu'il préparait une autre seringue. Il avait réalisé des transplantations cardiaques, sauvé des hommes d'État, mais ce garçon fragile, lui échappait comme du sable entre ses doigts. Vincent Moretti se tenait au pied du lit colosse d'homme, vêtu d'un costume sur mesure qui coûtait plus cher que la plupart des maisons. Ses jointures étaient blanches, alors qu'il agrippait le cadre du lit, le bois craquant sous sa poigne. À 42 ans, Vincent avait bâti un empire. Il contrôlait les docks de Chicago, possédait des policiers, avait des maires dans sa poche. Les hommes le craignaient, les familles rivales n'osaient pas prononcer son nom sans respect. Mais maintenant, regardant son fils unique souffrir, Vincent Moretti n'était qu'un père, impuissant, noyé dans la peur. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, sa voix dangereusement basse comme le grondement avant une tempête. « Vous avez dit que le traitement fonctionnerait. » Le docteur Weber ne leva pas les yeux, trop occupé à vérifier les signes vitaux de Noah. Les crises ne répondent pas aux médicaments. Son corps rejette tout. Alors essayez autre chose, rugit Vincent et la pièce trembla. Une infirmière sursauta. 2 spécialistes échangèrent des pouces et des regards inquiets. Au cours des 4 dernières semaines, ils avaient tout tenté. Des médicaments expérimentaux, des procédures de pointe, même des thérapies obscures venues d'outre-mer. Rien n'avait fonctionné. Noah ne faisait que s'affaiblir. « Monsieur Moretti », commença le Dr Weber, le regardant enfin. Ses yeux portaient quelque chose qui glaça le sang de Vincent de la résignation. « Nous avons épuisé toutes les options. Ses organes défaillent. Je ne pense pas qu'il passera la nuit. » Les mots planèrent d'un lyrané dans l'air comme une sentence de mort. La main de Vincent glissa vers sa hanche où reposait son beretta. Ses doigts se refermèrent sur la crosse. « Laissez-moi être clair, docteur, dit-il. Si mon fils meurt, vous mourrez. Vous mourrez tous. » Compris. Ce n'était pas une menace, c'était une promesse. Le docteur Weber pâlit, mais avant qu'il ne puisse répondre, le moniteur de Noah se mit à hurler. Le garçon roula des yeux, son corps se raidissant. « Il s'effondre, défibrillateur !» cria quelqu'un. La pièce explosa en chaos. Les médecins hurlaient désordre, les infirmières couraient, les équipements s'entrechoquaient. Vincent restait figé, incapable de faire quoi que ce soit, tandis que son fils mourait sous ses yeux. Il avait tué des hommes, détruit des empires, mais il ne pouvait pas sauver son propre enfant. Un coup à la porte passa d'abord inaperçu, puis un autre, plus insistant. « Pas maintenant !» cria quelqu'un. La porte s'entr'ouvrit, malgré tout, et Sophia, la responsable du personnel de cuisine, passa la tête nerveusement. « Monsieur Moretti, je suis désolé, mais la livraison d'herbes pour le dîner est arrivée. Elle nécessite une signature, sinon elle ne peut pas... »« Dehors !» tonna Vincent. Sophia recula, mais resta sur place. « Monsieur, je sais que ce n'est pas le moment.
Mais le chef a commandé des herbes médicinales spéciales pour le régime de Noah, de la ferme que vous avez approuvée le mois dernier. Les mots firent hésiter Vincent. Des herbes médicinales. Ils avaient tout essayé. Pourquoi pas cela? Le régime de Noah était strictement surveillé par des nutritionnistes et des spécialistes. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix féminine s'éleva dans le couloir. « Tout va bien. J'ai entendu des cris. » Puis vint le son qui changea tout le cri de Noah, un son brut, désespéré, qui n'avait rien d'enfantin. C'était le son de la souffrance pure. Lena Fisher, debout dans le couloir, avec une caisse d'herbes fraîches, ressentit ce cri comme un poignard dans la poitrine. Elle ne réfléchit pas, n'hésita pas. Lena, 34 ans, mère célibataire jonglant avec 3 emplois pour nourrir sa fille, Mia avait appris à ne jamais se mêler de quoi que ce soit. Livrer, obtenir une signature, passer à l'arrêt suivant. Mais ce cri brisa quelque chose en elle. La voix de sa grand-mère résonna dans sa tête. Quand quelqu'un souffre, Lena, tu aides. C'est qui nous sommes. Lena lâcha la caisse. Elle se précipita devant Sophia, ignorant son hoquet de stupeur. Elle franchit la porte de la chambre et la scène devant elle glaça son sang, une immense pièce des médecins désespérés, des machines hurlantes, et au centre, un petit garçon mourant sur des draps blancs. « Qui diable » commença quelqu'un. Mais Lena était déjà en mouvement, ses baskets crissant sur le sol de marbre, alors qu'elle courait vers le lit. Un médecin tenta de l'arrêter, mais elle esquiva son bras avec l'agilité d'une femme qui avait passé des années à éviter les ennuis. « Faites-la sortir d'ici » cria le Dr. Weber. Lena n'écouta pas. Elle atteignit le côté de Noah et posa ses mains sur sa petite poitrine, sentant les convulsions violentes qui secouaient autour de son corps. Sa peau était brûlante, ses lèvres bleues. Elle avait déjà vu cela. Pas dans un hôpital, mais 15 ans plus tôt, dans la petite cuisine de sa grand-mère dans le Wisconsin, lorsque sa cousine avait failli mourir. « Madame, vous devez partir immédiatement. » Un garde de sécurité saisit son épaule. Lena pivota et croisa pour la première fois les yeux de Vincent Moretti. Le chef de gang la fixa, cette étrangère, une personne insignifiante en polo de livreur et jeans usés qui avait fait irruption dans la chambre de son fils comme si elle y avait sa place. « Touchez-moi encore et vous le regretterez », dit Lena doucement, sa voix calme, malgré son cœur qui battait à tout rompre. « Ce garçon n'a pas le temps pour vos règles. » Vincent leva la main, arrêtant le garde. Quelque chose dans les yeux de cette femme, une détermination sauvage désespérée, le fit hésiter. « Vous avez 30 secondes, dit-il. Après ça, ce sera une balle. » Lena se retourna vers Noah. 30 secondes pour sauver un enfant mourant. 30 secondes pour tout changer. Elle retroussa ses manches et se mit au travail. Les mains de Lena bougeaient avec une assurance qui la surprenait elle-même. Elle avait observé sa grand-mère faire la même chose à l'âge de 12 ans. Sa cousine avait mangé quelque chose de toxique, son corps défaillant, de la même manière que celui de ce garçon. « J'ai besoin d'eau chaude, de serviettes propres et des herbes que j'ai livrées. Romarin, thym, sauge séché, » dit Lena, sa voix coupant à travers le chaos avec une autorité inattendue. Personne ne bougea. « Maintenant » aboya-t-elle. Sophia disparut, ses pas résonnant dans le couloir. Le Dr. Weber s'avança, le visage rouge d'indignation. « Monsieur Moretti, c'est de la folie. Cette femme n'a aucune formation médicale. Elle va tuer votre fils. » L'arme de Vincent glissa hors de son étui dans un mouvement fluide, le canon pointé sur le front du médecin. « Mon fils est déjà en train de mourir. Vous l'avez dit vous-même. Alors soit elle le tue, soit vous l'avez faite. Au moins, elle essayait
quelque chose de nouveau. Le médecin ouvrit et ferma la bouche comme un poisson. « 19 secondes, dit Vincent à Léna, ses yeux fixés sur le médecin. Léna pressa ses doigts contre le cou de Noah, trouvant les pointes de pression que sa grand-mère lui avait appris. Son cœur battait irrégulièrement comme un moteur qui bégaye. Elle appliqua une pression douce mais ferme sur des points précis à son cou et à sa clavicule. « Que faites-vous? » murmura une infirmière. « Son système nerveux est surchargé, » expliqua Léna, ses doigts passant à de nouveaux points de pression sur les bras de Noah. Tout se déclenche en même temps. J'essaie de le réinitialiser comme un ordinateur qu'on redémarre. Cela semblait fou. C'était probablement fou, mais la voix de sa grand-mère résonnait dans sa tête. Le corps sait comment se guérir Léna. Parfois, il a juste besoin d'un rappel. Sophia revint précipitamment avec les fournitures. Léna plongea une serviette dans l'eau fumante, l'essorra partiellement et saupoudra les herbes dessus, romarin pour la circulation, thym pour les voies respiratoires, sauge pour le système nerveux. L'odeur âcre et médicinale emplit la pièce. « C'est de la sorcellerie médiévale », protesta le Dr Weber, mais sa voix était plus faible. Léna plia la serviette aux herbes et la pressa sur la poitrine de Noah directement au-dessus de son cœur, puis commença à frotter en cercle lent et rythmique, suivant le schéma d'un battement cardiaque sain. Son autre main continuait à travailler sur les points de pression. « 1, 2, 3 » compta-t-elle doucement ses mouvements précis. Le corps de Noah tressauta violemment. « Elle aggrave les choses » cria quelqu'un. Mais Léna ne s'arrêta pas. Elle avait déjà vu cela, le corps qui se bat avant de s'abandonner à la guérison. Elle pressa plus fort ses cercles, devenant plus urgents. 4, 5, 6. Les moniteurs continuaient de hurler, le visage de Noah toujours bleu. Les doigts de Vincent se crispèrent sur la gâchette. « Votre temps est écoulé. » 7, 8, 9. La voix de Léna resta calme, bien que la sueur perlait sur son front. Puis, entre un battement de cœur et le suivant, quelque chose changea. Le corps de Noah devint complètement immobile. La pièce retint son souffle. Pendant 3 secondes interminables, rien ne se passa. Les moniteurs affichaient des lignes plates. Les médecins se regardèrent horrifiés. Léna continua de frotter, de presser, de croire. Et puis Noah haleta, une inspiration profonde et tremblante comme s'il se réveillait d'un cauchemar. Son dos se détendit, ses doigts se relâchèrent. La teinte bleue de ses lèvres commença à s'estomper, remplacée par une touche de rose. Les moniteurs bipèrent à nouveau dans un rythme régulier, stable, fort vivant. « Mon Dieu !» murmura une infirmière. Léna s'effondra de soulagement, ses mains toujours sur la poitrine de Noah, sentant son pouls se stabiliser sous sa paume. Ça avait marché. Ça avait vraiment marché. Le Dr Weber s'avança en trébuchant, vérifiant les moniteurs avec des yeux écarquillés d'incrédulité. Ces signes vitaux se stabilisent. Les niveaux d'oxygène augmentent, le rythme cardiaque se normalise. Ça ne devrait pas être possible. Mais ça l'était. Les yeux de Noah s'ouvrirent en papillonnant, confus, effrayés, mais vivantes. Il regarda Léna avec le regard désorienté d'un enfant se réveillant dans un endroit inconnu. « Ça va, mon chéri » murmura Léna doucement. « Tu vas bien. Respire. C'est tout. » La petite main du garçon saisit faiblement son poignet, comme si elle était la seule chose qui le retenait dans un monde vacillant. Vincent baissa lentement son arme, son visage indéchiffrable. Il fixa son fils vivant, respirant, puis la femme étrangère qui avait accompli l'impossible. Quand il parla, sa voix était basse, dangereusement basse. Tout le monde dehors. Ce n'était pas une suggestion.
Les médecins se précipitèrent vers la porte, trébuchant presque les uns sur les autres dans leur hâte de s'échapper. Les infirmières saisirent les équipements et s'enfuirent. Sophia hésita brièvement avant de baisser la tête et de se retirer. En quelques secondes, la chambre était vide, à l'exception de 3 personnes, Vincent Lena et l'enfant qu'elle venait de sauver. Lena voulut se lever ses jambes tremblant d'adrénaline. « Je devrais aller vérifier mon camion de livraison. »« Asseyez-vous » coupa la voix froide de Vincent. Il contourna le lit comme un prédateur encerclant sa proie, ses pas silencieux sur l'épais tapis. Puis il s'accroupit jusqu'à ce que son visage soit au niveau du sien. De près, elle pouvait voir l'épuisement dans ses yeux, la peur qu'il avait cachée. « Dites-moi qui vous êtes, » dit Vincent, chaque mot soigneusement pesé. « Dites-moi comment vous venez de faire ce que 1000 médecins n'ont pas pu accomplir. Et dites-vous de la vérité, parce que je sais quand on me ment. » Lena soutint son regard, bien que son cœur battait à tout rompre. « Je m'appelle Lena Fisher. Je suis livreuse pour Greenfields Organics. J'étais censée livrer des herbes et obtenir une signature. C'est tout ce que je suis. Personne n'est juste quelque chose, dit Vincent. Essayez encore. J'ai appris cette technique de ma grand-mère, poursuivit Lena, sa voix plus ferme. Elle était herboriste dans une petite ville du Wisconsin où les médecins étaient à 2 heures de route. Elle a dû apprendre à soigner les gens avec ce qu'elle avait. Elle me l'a enseigné avant de mourir. Vincent étudia son visage longuement cherchant une tromperie. « Vous attendez de moi que je croie qu'une livreuse a sauvé la vie de mon fils par hasard avec de la médecine populaire. »« Je n'attends pas de vous que vous croyiez quoi que ce soit, » répondit Lena doucement. « J'attends seulement que vous me laissiez partir. Votre fils a besoin de repos et j'ai encore 10 livraisons avant la fin de mon service. » Vincent faillit rire, presque. Cette femme avait fait irruption dans la villa d'un chef de gang sauvé, son héritier mourant, et maintenant elle voulait reprendre sa route de livraison comme si de rien n'était. « Vous n'allez nulle part, » dit-il, et Lena comprit que ses ennuis ne faisaient que commencer. Plus tard dans la soirée, alors que Noah dormait enfin, Vincent conduisit Lena dans une chambre d'amis plus grande que son appartement entier. Des rideaux de soie encadraient des fenêtres du sol au plafond, un lit king-size dominait la pièce intacte et coûteux. Lena ignora le luxe. Elle se tenait près de la fenêtre, le téléphone collé à l'oreille, écoutant la voix de sa fille Mia. « Maman, quand est-ce que tu viens ?» demanda Mia, sa voix petite et inquiète. « Je suis tellement désolée, ma chérie. J'ai été retenue au travail. Madame Larson viendra te chercher à la garderie aujourd'hui, d'accord. » Lena avait appelé sa voisine et l'avait pratiquement suppliée. Madame Larson avait accepté Dieu merci. « Mais tu avais promis qu'on ferait des biscuits aujourd'hui, » dit Mia, et Lena sentit sa gorge se serrer. « Je sais, et on le fera promis, juste pas aujourd'hui. Demain, d'accord. » Après avoir raccroché, Lena fixa son téléphone longtemps, l'image de Mia sur l'écran. Qu'était-elle en train de faire? Elle devrait prendre ses clés, marcher jusqu'à la porte et ne jamais regarder en arrière. Mais en fermant les yeux, elle vit le petit visage de Noah, son regard effrayé lorsqu'il s'était réveillé la manière dont sa main avait agrippé son poignet. Un coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez !» appela Lena. Vincent entra, suivi d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Il était plus petit que Vincent trapu avec le physique d'un boxeur et un visage qui avait vu trop de combats. « Voici Carlo Rossi, » dit Vincent. « Mon second. Carlo, voici Lena Fisher. Elle a sauvé la vie de Noah. » L'expression de Carlo resta impassible. « J'ai entendu. Un sacré miracle. »
Quelque chose dans son ton fit frissonner Léna. Pas de la gratitude, pas du soulagement, mais autre chose. Juste de la chance, dit Léna prudemment. Être au bon endroit au bon moment. Un drôle de coïncidence, dit Carlo croisant les bras. Vous arrivez et savez exactement quoi faire quand 15 médecins n'y arrivent pas. Carlo avertit la voix de Vincent. Je dis juste patron. C'est suspect. Elle entre et soudain tout va bien. Dans notre métier, on ne croit pas aux coïncidences. Léna soutint son regard. Et vous avez raison de ne pas me faire confiance. Je suis une étrangère. Mais le fils de votre patron était en train de mourir. Et maintenant, il ne l'est plus. Peut-être devriez-vous vous concentrer là-dessus. La mâchoire de Carlo se contracta, mais il jeta un regard à Vincent et recula. J'ai fait en sorte que Léna ait accès à la cuisine, dit Vincent. Elle supervisera les repas de Noah, s'assurera que tout est en ordre. Le visage de Carlo se durcit et Léna sut immédiatement il ne l'aimait pas. Il n'aimait pas qu'une étrangère fouine dans son territoire. Est-ce vraiment nécessaire? Demanda Carlo. Nous avons déjà des protocoles. Les protocoles ont échoué, dit Vincent sèchement. Mon fils a failli mourir sous ta surveillance, Carlo. Donc, oui, c'est nécessaire. Et les deux hommes se fixèrent, et Léna sentit la tension entre eux, des années d'amitié heurtées par la méfiance et la culpabilité. Bien, dit Carlo finalement, je vais informer le personnel. Il se tourna vers Léna. Restez hors de mon chemin. Une fois qu'il fut parti, Vincent s'approcha de la fenêtre regardant le domaine. Il est à mes côtés depuis 20 ans, dit-il. Il m'a sauvé la vie 3 fois. Il est resté avec moi quand tous les autres ont fui. Et maintenant, vous pensez qu'il essaye de tuer votre fils, dit Léna doucement. Je ne sais pas quoi penser, répondit Vincent fatigué. Mais j'ai besoin de la vérité et vous allez m'aider à la trouver. Il sortit une enveloppe de sa veste. Voici 50 000 $. Un acompte. Trouvez le coupable et vous aurez 10 fois plus une protection pour vous et votre fille. De nouvelles identités, si vous voulez. Léna fixa l'enveloppe. 50 000 $. C'était le fonds universitaire de Mia la sécurité, tout ce dont elles avaient besoin. Elle ne la prit pas. « Je ne veux pas de votre argent, » dit-elle. Les sourcils de Vincent se levèrent. « Tout le monde veut de l'argent. »« Je veux que votre fils soit en sécurité, » dit Léna fermement. « Je fais ça parce qu'un enfant souffre et que je peux l'arrêter. » Vincent sourit pour la première fois, un vrai sourire. « Vous êtes soit la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, soit la plus stupide. »« Probablement les deux, » admit Léna. Vincent rangea l'enveloppe et se dirigea vers la porte. Puis il s'arrêta. « Juste pour que ce soit clair, Léna, vous n'êtes pas une employée. Vous m'appartenez jusqu'à ce que ce soit fini. Trouvez le coupable et vous pourrez partir. Échouez ou essayez de fuir et il n'y aura aucun endroit où vous cacher. Compris? » Léna sentit le poids de ces mots comme des chaînes. « Compris, » dit-elle. « Bien, le service en cuisine commence demain à 5 heures. Carlo vous montrera tout. » Il hésita. « Et Léna, ne faites confiance à personne, ni au personnel, ni aux gardes. Dans cette maison, tout le monde a des secrets, et certains sont mortels. » Une fois qu'il fut parti, Léna s'assit sur le bord de l'immense lit, la tête dans les mains. Dans quoi s'était-elle fourrée? Son téléphone vibra. Un message de Madame Larson avec une photo de Mia en sécurité dans son lit, serrant son lapin en peluche préféré. Léna sauvegarda la photo et serra le téléphone contre sa poitrine. « Trouve la preuve »
murmura-t-elle à elle-même, trouve la preuve et rentre chez toi. Mais au fond d'elle, elle savait que ce ne serait pas si simple. Ça ne l'était jamais. La cuisine de la Villa Moretti à 5 heures du matin était un autre monde. Lena Fisher se tenait dans un coin les bras croisés, observant le chef Marco et son équipe exécuter leur routine matinale avec une précision militaire. Les tables en acier inoxydable brillaient sous la lumière froide des néons. Chaque ingrédient était étiqueté, chaque mouvement consigné. Des sacs de farine, des bocaux d'épices, des bottes d'herbe, tout était méticuleusement enregistré dans un registre relié de cuir par les hommes de Carlo. Les repas de Noah préparés sous une supervision stricte étaient censés être sûrs. Mais Lena savait que quelque chose n'allait pas. D'une manière ou d'une autre, du poison entrait dans le corps du garçon, et elle était déterminée à découvrir comment. « Vous êtes comme la guérisseuse miracle, hein? » demanda Marco, sans lever les yeux de la carotte qu'il coupait. C'était un petit homme aux mains rapides et aux yeux qui voyaient plus qu'il ne laissait rien laisser paraître. Celle qui a sauvé le gamin. Lena garda une voix neutre. « J'ai juste eu de la chance. » Marco ricana un rire court et amer. « La chance, ça n'existe pas dans cette maison. » Ces mots pesèrent un lourd dans l'air, et Lena sentit la suspicion derrière son regard. Elle était une étrangère dans un monde où les étrangers n'étaient pas les bienvenus. Pendant 3 jours, Lena observa prenant des notes mentales, apprenant les routines. Chaque matin à 6 heures, les hommes de Carlo, Tommy et Victor arrivaient avec les livraisons. Ils portaient des gants, manipulaient les ingrédients avec soin comme s'il s'agissait d'explosifs. Chaque caisse était ouverte, vérifiée, inscrite dans le registre. Le personnel de cuisine tournait, mais certains cuisiniers, toujours les mêmes 3, préparaient les repas de Noah, toujours sous les yeux vigilants de Carlo. Tout était si contrôlé, si parfait, que cela donnait des frissons à Lena. Elle avait vu assez dans sa vie pour savoir que la perfection cachait souvent quelque chose de sombre. Le premier jour, elle remarqua que Carlo emportait personnellement une caisse spécifique dans un placard verrouillé après chaque livraison. Personne d'autre n'était autorisé à l'ouvrir. Le deuxième jour, elle nota qu'un des cuisiniers, un jeune homme nerveux nommé Paolo, hésitait toujours avant d'assaisonner les plats de Noah, comme s'il craignait de faire une erreur. Le troisième jour, elle découvrit quelque chose qui fit battre son cœur plus vite, une petite note cachée sous le matelas de Noah lorsqu'elle fouilla sa chambre à la recherche d'indices. C'était un morceau de papier froissé écrit d'une écriture enfantine. « Oncle Carlo dit que je dois manger les bonbons, mais ils ont un goût bizarre. » Lena fixa les mots, ses mains tremblantes. Noah avait écrit cela. Un garçon de 8 ans qui ne faisait confiance à personne sauf à elle. Elle glissa la note dans sa poche et retourna à la cuisine. Ses pensées s'embalayant. Des bonbons. Le régime de Noah était strict, sans sucre autorisé. Pourquoi Carlo lui donnerait-il des bonbons? Et pourquoi, en secret, elle se souvint du goût amer que sa cousine avait décrit à l'époque dans le Wisconsin lorsqu'elle avait été empoisonnée. Le goût de quelque chose qui n'avait rien à faire dans le corps. Lena savait qu'elle devait être prudente. Carlo n'était pas seulement le second de Vincent, c'était un homme qui avait du pouvoir, qui contrôlait des hommes qui possédaient des armes. Une mauvaise décision, et elle mettrait en danger non seulement elle-même, mais aussi Mia. Le 4e jour, Vincent fit descendre Noah. Le garçon était pâle, mais ses yeux étaient plus clairs, son pas plus assuré. Il s'accrochait à la main de son père, mais lorsqu'il vit Lena, son visage s'illumina. « Noah veut vous remercier », dit Vincent, sa voix plus douce que Lena ne l'avait jamais entendue.
Noah s'avança timidement, un dessin au crayon de couleur à la main. Il montrait deux bonhommes allumettes, l'un petit l'autre, avec des cheveux jaunes. « C'est vous, » dit Noah doucement, pointant la figure aux cheveux jaunes. « Vous m'avez sauvé. » Le cœur de Léna fondit. Elle s'agenouilla à sa hauteur. « C'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais offerte, Noah. Merci. »« Vous pouvez rester, » demanda le garçon, sa voix à peine un murmure. « Les autres me piquent avec des aiguilles. Vous vous rendez toutes meilleures. » Léna sentit d'une boule dans sa gorge. « Je reste aussi longtemps que tu as besoin de moi, » promit-elle, passant doucement la main sur son front. À partir de ce moment, Noah devint comme son ombre. Il la suivait dans la cuisine, racontait des histoires sur ses comics préférés, demandait pourquoi le romarin sentait si bizarre. Vincent le permettait peut-être parce que cela calmait Noah, peut-être parce qu'il testait Léna. Un après-midi, alors que Léna aidait à préparer le déjeuner de Noah, le garçon tira sur sa manche. « Léna » murmura-t-il, regardant nerveusement autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Parfois, la nourriture sent bizarre. La main de Léna s'arrêta à la fourchette suspendue au-dessus d'un bol. « Qu'est-ce que tu veux dire, mon chéri? » Les yeux de Noah étaient grands, pleins d'incertitude. Pas tout le temps, juste parfois. Comme les bonbons que me donne oncle Carlo. Ils sentent comme la médecine amère que papa me donne. Le pouls de Léna s'accéléra. Quand est-ce que c'est que oncle Carlo te donne des bonbons? Surtout après le dîner, dit Noah. Il dit que ce sont des vitamines pour me rendre fort. Mais ils me font mal au ventre. Les pensées de Léna s'emballèrent. Carlo contournait les protocoles de la cuisine, donnait quelque chose directement à Noah, quelque chose déguisé en gâterie. À quoi ressemblent les bonbons? Petit si carré brun, comme du chocolat, mais pas du chocolat. Noah fronça le nez. Et je ne les aime pas, mais oncle Carlo dit que je dois les manger, sinon papa sera déçu. Les pensées de Léna tourbillonnaient. « Oh Noah, c'est très important, » dit-elle doucement. « Ne mange plus rien de ce qu'oncle Carlo te donne d'accord. S'il te demande, dis que ton ventre te fait encore mal. Tu peux faire ça pour moi. » Le garçon hocha la tête solennellement. Cette nuit-là, alors que la villa était plongée dans l'obscurité, Léna se glissa de nouveau dans la cuisine. Le domaine semblait différent lorsque les lumières étaient éteintes. Les ombres s'étiraient. Plus loin, chaque craquement des lames de parquet résonnait comme un coup de tonnerre. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle utilisait la carte-clé que Vincent lui avait donnée pour entrer dans la cuisine. Elle avait observé la routine de Carlo attentivement. Chaque soir, il vérifiait personnellement certaines provisions, en particulier un placard verrouillé que personne d'autre n'était autorisé à toucher. L'après-midi, Léna avait volé la clé dans son bureau, ses mains tremblant tout du long. Dans l'obscurité équipée seulement d'une petite lampe de poche, elle inséra la clé dans la serrure du placard. Il s'ouvrit avec un clic discret. À l'intérieur se trouvaient des contenants de compléments alimentaires, de vitamines et d'ingrédients spéciaux pour le régime de Noah. Léna examina chaque contenant avec soin, les tenant à la lumière, les sentant, cherchant quelque chose d'inhabituel. Puis elle le trouva un bocal étiqueté « Poudre de cacao bio pour les smoothies de Noah ». Mais lorsqu'elle ouvrit le couvercle et sentit son estomac se serra, ça ne sentait pas le chocolat. Ça sentait le médical, l'acre, le faux. Elle plongea une cuillère dans la poudre et l'examina sous la lumière de la lampe. Sous le cacao brun, il y avait de minuscules taches de quelque chose d'autre, quelque chose de verdâtre qui n'avait rien à faire là. Léna sortit son téléphone et prit plusieurs photos. Puis,
Elle referma le bocal soigneusement et remit tout exactement comme elle l'avait trouvé. Alors qu'elle fermait le placard, elle entendit des pas. Son sang se glaça. Les pas se rapprochaient lourds, délibérés. Elle éteignit la lampe et se plaqua contre le mur, osant à peine respirer. À travers l'embrasure de la porte de la cuisine, elle vit une ombre passer. Quelqu'un patrouillait, vérifiait. Les pas s'arrêtèrent juste devant la cuisine. La main de Léna trouva un couteau sur le plan de travail. Elle le serra fort, ses paumes moites. La poignée de la porte tourna lentement. Puis une voix au loin, « Carlo, le patron veut te voir en haut. » Les pas s'éloignèrent. Léna attendit 10 minutes éprouvantes avant d'oser bouger. Lorsqu'elle se glissa enfin hors de la cuisine et regagna sa chambre, ses jambes tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine marcher. Elle verrouilla la porte et s'assit sur le lit, fixant les photos sur son téléphone. Elle avait des preuves réelles, tangibles, que Carlo empoisonnait Noah. Mais maintenant venait la partie dangereuse, informer Vincent sans que Carlo ne le découvre en premier. Car si Carlo apprenait ce qu'elle savait, Léna en était absolument certaine, elle disparaîtrait. On retrouverait son corps dans la rivière de Chicago, où on ne le retrouverait jamais. Elle regarda de nouveau son téléphone, la photo de Mia, le sourire innocent et confiant de sa fille. « Je suis désolée, ma chérie », murmura Léna. « Maman a peut-être fait une terrible erreur. » Dehors, par sa fenêtre, elle vit Carlo debout, dans la cour, le téléphone à l'oreille, son visage froid et calculateur. D'une manière ou d'une autre, Léna savait qu'il était déjà suspicieux. L'horloge tournait. Le lendemain matin, alors que Léna aidait en cuisine, elle sentit le regard de Carlo sur elle. Il se tenait à l'entrée parlant à voix basse avec Tommy, l'un de ses hommes, mais ses yeux ne la quittaient jamais. « Gardez-moi ça », dit-il finalement s'approchant. La femme aux herbes se rend utile. Sa voix était lisse, mais en dessous, il y avait quelque chose de tranchant comme une lame sous de la soie. « Je fais ce que M. Moretti demande », répondit Léna calmement, bien que son cœur battait à tout rompre. « Noah doit manger en sécurité. » Carlo sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « Bien sûr, la sécurité, c'est tout. Mais fais attention, Léna. Les gens curieux ont tendance à avoir des ennuis dans cette maison. » Plus tard dans la journée, alors que Léna conduisait son camion de livraison vers l'entreprise, elle remarqua une voiture noire dans son rétroviseur. Elle la suivait, gardant ses distances, mais elle était là à chaque virage, à chaque feu. Son estomac se noua. Elle tourna dans une rue latérale, puis une autre, mais la voiture resta derrière elle. Finalement, dans une ruelle étroite, elle accéléra soudainement. Léna freina brusquement, son cœur battant à tout rompre, alors que la voiture passa à côté d'elle, si près qu'elle sentit le courant d'air. Elle disparut au coin de la rue, mais le message était clair, quelqu'un voulait l'avertir. Ou pire. Lorsqu'elle revint à la villa, elle chercha Marco. Le chef était seul dans le garde-manger triant des herbes. « J'ai besoin de votre aide, » dit Léna à voix basse. Marco leva les yeux, ses yeux plissés. « Je ne me mêle pas de ce genre de choses. »« Vous ne pouvez pas, » dit Léna. « Pas quand un enfant est en danger. » Elle lui parla de la note des bonbons de la poudre de cacao. Le visage de Marco pâlit. « Si c'est vrai, » murmura-t-il, « alors Carlo est un homme mort. Mais vous aussi, si vous n'êtes pas prudente. »« C'est pourquoi j'ai besoin de vous, » dit Léna. « Surveillez-le. Dites-moi s'il fait quelque chose d'inhabituel. » Marco hésita, puis hocha la tête. « Pour le gamin, » dit-il.
Mais ne me trahissez pas. » Cette nuit-là, alors que Léna était assise dans sa chambre, on frappa doucement à la porte. Elle ouvrit prudemment et trouva Noah en pyjama, les yeux grands de peur. « J'ai fait un cauchemar, » murmura-t-il. « Je peux rester avec toi. » Léna le laissa entrer, le fit asseoir sur le lit et lui donna un verre d'eau. « De quoi as-tu rêvé? » demanda-t-elle doucement. La voix de Noah était à peine audible. « D'oncle Carlo. Il m'a dit de ne parler à personne des bonbons. Il a dit que si je le faisais, quelque chose de grave arriverait à papa. » Le sang de Léna se glaça. « Tu as bien fait de me le dire, » dit-elle. « Je te protégerai. Promis. » Le lendemain matin, Vincent annonça une réunion de famille au petit déjeuner. « Dans 3 jours, » dit-il, tandis que Noah était assis à côté de lui, picorant ses œufs. Un dîner pour célébrer la guérison de Noah. Seulement la famille proche et mes hommes les plus fiables. Carlo releva les yeux brusquement. « Est-ce que prudent, Noah est encore faible? »« Noah est assez fort, » dit Vincent, ébouriffant les cheveux de son fils. « Il est temps de montrer que les Moretti ne se brisent pas. Nous survivons. Nous prospérons. » Il regarda Léna. « Vous serez là. Vous êtes la raison pour laquelle nous célébrons. » L'esprit de Léna s'emballa. Une réunion de famille. Tout le monde rassemblé. Carlo serait là avec les confidents les plus proches de Vincent, les capots, les exécuteurs, les hommes qui contrôlaient les affaires de la famille. « Je suis honoré, » dit Léna, mais ses pensées étaient ailleurs. C'était sa chance. Une chance dangereuse, audacieuse de démasquer Carlo, ou de tout perdre. Les yeux de Carlo se plissèrent là légèrement en l'observant, et Léna sut, il soupçonnait qu'elle préparait quelque chose. Les 3 prochains jours détermineraient si elle et Noah survivraient, ou s'ils sombreraient tous les deux. Le soleil se leva sur la villa Moretti, baignant les jardins impeccables d'une lumière dorée. Léna se tenait sur le balcon devant la chambre de Noah, observant le garçon en pyjama à ses côtés, sa petite main dans la sienne. « C'est si joli, » dit Noah doucement, regardant l'horizon où le ciel était teinté de rose et d'or. « Oh oui, » acquiesça Léna, « chaque lever de soleil est un cadeau. » Mais ses pensées n'étaient pas sur la beauté du matin. Elle serrait le téléphone dans sa poche, les photos de la poudre de cacao contaminée brûlant comme un secret qu'elle ne pouvait plus porter. Ce soir-là était la réunion de famille, et Léna avait un plan risqué, dangereux, qui soit révélerait la trahison de Carlo, soit les précipiterait tous les deux dans le désastre. Les préparatifs pour le dîner battaient leur pleine. La cuisine était un tourbillon d'activité. Les casseroles s'entrechoquaient. Les couteaux scintillaient et le chef Marco dirigeait son équipe comme un général. Léna s'était intégrée sous prétexte de préparer une potion spéciale aux herbes pour la célébration, une vieille recette de sa grand-mère qu'elle présenta comme une tradition familiale. Marco, impressionné par ses connaissances, lui laissa carte blanche. Mais l'intention réelle de Léna était bien moins innocente. Elle avait fouillé l'armoire à pharmacie de sa chambre la nuit précédente et trouvé des comprimés qui provoquaient des symptômes inoffensifs mais visibles: accélération du rythme cardiaque, transpiration, contraction musculaire. Assez pour imiter les crises de Noah sans causer de dommages permanents. Elle prépara les verres pour le toast, chacun rempli d'un mélange de miel de citron d'herbe et d'une touche de brandy, inoffensif, agréable. Mais pour le verre de Carlo, elle ajouta quelque chose de spécial, les comprimés écrasés, et une infime quantité de la poudre de cacao contaminée de son stock secret, juste assez pour teinter sa langue de verre comme cela avait été le cas pour Noah.
C'était un pari énorme, terrifiant. Si elle se trompait sur Carlo, elle empoisonnerait un homme innocent. Si elle avait raison, mais que le plan échouait, Carlo saurait qu'elle était sur ses traces. Dans un cas comme dans l'autre, ce soir serait désastreux pour quelqu'un. La salle à manger était somptueuse. Les lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur une table dressée avec de la porcelaine qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Lena. 12 hommes en costume coûteux prirent place. Vincent était assis en bout de table Noah dans un siège pour enfants, à côté de lui Carlo directement en face, à la place d'honneur. Lena était assise plus loin entre deux capots qui la regardaient avec un mélange de curiosité et de méfiance. « Messieurs, » commença Vincent, levant son verre de vin, « il y a 4 semaines, je pensais avoir tout perdu. Mon fils était en train de mourir et les meilleurs médecins du monde ne pouvaient pas le sauver. » Il désigna Lena. « Puis cette femme est entrée dans ma maison et a fait l'impossible. » Un murmure d'approbation parcourut la pièce. Certains hommes hochèrent la tête respectueusement vers Lena, d'autres semblaient sceptiques. « À la santé de Noah, » poursuivit Vincent, « et aux secondes chances. » Tous levèrent leurs verres et burent. Lena croisa le regard de Marco et hocha légèrement la tête. Le chef s'avança un plateau de petits verres, à la main chacun rempli de la potion spéciale de Lena. « Une bénédiction familiale traditionnelle, » annonça Marco, préparée par Madame Fisher en l'honneur de la guérison de Maître Noah. Les verres furent distribués. Lena observa attentivement alors que Carlo recevait le sien, celui avec une teinte légèrement plus sombre, à peine perceptible, sauf si l'on savait quoi chercher. Carlo haussa un sourcil dans sa direction. « Oh, vous avez préparé ça ?» demanda-t-il. « Une vieille recette familiale, » dit Lena, sa voix calme, malgré son cœur qui battait à tout rompre. « Ma grand-mère disait que ça apporte la protection et révèle la vérité. » Et quelque chose vacilla dans les yeux de Carlo, de la méfiance, peut-être de la peur, mais il ne pouvait pas refuser. Pas sans offenser Vincent, pas sans attirer l'attention. Vincent se leva de nouveau, son petit verre à la main. « À la famille, » dit-il, « à la loyauté au sang que nous versons et aux liens que nous tenons. À la famille, » répétèrent quand les hommes en écho. Tous burent. Lena compta dans sa tête. Les comprimés mettraient 3 à 5 minutes à agir. Elle avait minutieusement planifié le moment. Les conversations coulaient autour de la table des histoires étaient racontées. Noah riait de quelque chose qu'un des capots avait dit. Pendant un instant, cela semblait presque normal. Puis, la main de Carlo trembla. Il posa son verre rapidement, mais Lena l'avait vu. L'homme à côté de lui aussi. « Tout va bien, Carlo ?» demanda le capot. « Bien, » dit Carlo, mais sa voix était tendue. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. 30 secondes plus tard, son visage pâlit. « Carlo » dit Vincent se penchant en avant, l'inquiétude sur son visage. « Carlo haleta sa main agrippant sa poitrine. « Je ne me sens pas... » Son corps tressauta violemment, exactement comme les crises de Noah. Son verre glissa de sa main, se brisant sur le sol coûteux. Carlo bascula sur le côté, son fauteuil s'effondrant, alors que des convulsions secouaient son corps. La salle à manger explosa en chaos. Les hommes bondirent d'étourdis de leur siège. Quelqu'un cria pour appeler un médecin. Vincent fut auprès de son plus vieil ami, en une seconde, s'agenouillant à côté de lui. « Carlo, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, sa voix rauque de panique. Lena se leva lentement ses jambes, désormais calmes. C'était le moment, le point de non-retour. « C'est ce que Noah a enduré, » dit-elle, sa voix coupant à travers le chaos.
chaque jour, à chaque repas, à chaque crise qui a failli le tuer. La pièce devint silencieuse. Tous les yeux se tournèrent vers Léna. « Que dites-vous? » exigea un des capots. Léna s'approcha de Carlo qui haletait au sol. Elle s'agenouilla et écarta doucement sa lèvre supérieure. « Regardez sa langue, dit-elle. Vous voyez cette teinte verdâtre, ça ne vient pas de ma boisson. Ça vient du même poison qui tuait Noah. Le poison auquel une seule personne avait un accès exclusif. » Vincent fixa la langue de Carlo puis Léna. La compréhension déferla sur son visage comme une vague. « Les bonbons spéciaux, » murmura Vincent. « Les vitamines que tu lui donnais. » Les yeux de Carlo s'écarquillèrent de réalisation. Il tenta de parler, mais son corps convulsait encore. Léna sortit son téléphone et montra à Vincent les photos du placard verrouillé. « Ah, j'ai trouvé ça il y a 3 nuits. La poudre de cacao mélangée à des toxines. La même poudre que Carlo utilisait pour les gâteries de Noah. Tu m'as piégé, haleta Carlo entre les convulsions. Tu m'as empoisonné. Avec une substance inoffensive qui imite les symptômes, coupa Léna. Dans 20 minutes, tu iras bien, contrairement à Noah qui a souffert pendant 3 semaines pendant que tu l'assassinais lentement. » Le visage de Carlo se tordit de rage et de peur. « Elle ment, » cria-t-il. « Elle essaye de me faire tomber patron, tu ne peux pas croire. » Mais Vincent n'écoutait pas. Il fixait son plus vieil ami, un regard de trahison froide. « Pourquoi? » demanda Vincent, sa voix à peine un murmure. Pendant 3 secondes, personne ne bougea. Carlo était au sol, ses convulsions s'atténuant, mais ses yeux étaient fous de la prise de conscience désespérée d'un homme qui savait que sa vie était finie. Vincent se tenait au-dessus de lui, son visage sculpté dans la pierre, attendant une réponse qui ne pourrait jamais justifier ce qui s'était passé. « Pourquoi? » demanda Vincent à nouveau, sa voix dangereusement douce. Quelque chose dans l'expression de Carlo changea la résignation se transformant en colère. S'il devait sombrer, il ne sombrerait pas seul. « Parce que tu es devenu faible, » grogna Carlo, sa voix gagnant en force bien que son corps tremblait. « Ton père a construit cet empire sur la peur et le sang. Et toi, tu es devenu mou, préoccupé par les civils inquiets de la police, mettant ton fils avant les affaires. Noah était le problème. » Vincent se figea. « Noah est de la famille, » dit-il. « Noah était la raison, » cracha Carlo, se redressant vacillant mais debout. Les autres capots saisirent instinctivement leurs armes. « Sans lui, tu te serais souvenu de qui tu es vraiment. Tu serais devenu le patron dont cette famille a besoin. »« Alors tu as décidé de tuer un enfant, » dit Léna, sa voix tranchante comme une lame. « Un garçon de 8 ans. » Les yeux de Carlo pivotèrent vers elle, la haine pure et absolue. « C'est de ta faute, » cria-t-il. « Tu aurais dû rester dans ton camion de livraison, mais il a fallu que tu joues les héroïnes. » Il bougea plus vite que Léna ne l'avait prévu. Sa main glissa vers sa cheville, tirant un petit pistolet qu'elle n'avait pas remarqué. Mais il ne visait pas Vincent. Il visait Léna. « Tu as tout détruit, » rugit Carlo. Le coup de feu résonna dans la salle à manger, mais Léna ne ressentit aucune douleur. Vincent avait bougé plus vite que possible, plaquant Carlo au sol par le côté. La balle manqua sa cible, brisant une fenêtre derrière la tête de Léna. Les 2 hommes s'écrasèrent sur la table à manger les assiettes, et les verres volant dans toutes les directions. « Noah !» cria Léna, se tournant vers le garçon. Noah était figé sur sa chaise, les yeux écarquillés d'horreur, les mains sur les oreilles. Léna se précipita vers lui, enroula ses bras,
autour de son petit corps et le tira sous la table. « Ferme les yeux, mon chéri, » murmura-t-elle urgemment, pressant le visage de Noah contre son épaule. « Ne regarde pas, n'écoute pas. Reste avec moi. » Au-dessus d'eux, l'enfer se déchaîna. Vincent et Carlo luttaient au sol, chacun se battant pour le contrôle de l'arme. 20 ans d'amitié s'effaçaient dans la violence entre eux. Carlo porta un coup brutal à la mâchoire de Vincent. Vincent riposta en frappant la main de Carlo contre le sol jusqu'à ce que le pistolet glisse. « Patronne !» cria un capot voulant intervenir. « Restez en arrière !» rugit Vincent. « Il est à moi !» Les autres hommes formèrent un cercle les mains sur leurs armes, mais sans intervenir. C'était personnel sacré. Une trahison de cette profondeur ne pouvait être répondue que par Vincent lui-même. Carlo parvint à se libérer, saisissant l'arme tombée. Ses doigts se refermèrent dessus alors que Vincent lui donnait un coup de pied dans les côtes avec une force telle que des os craquèrent. Carlo haleta, mais leva quand même l'arme. Vincent attrapa un couteau de table sur le sol et frappa vers le haut. Carlo cria alors que la lame entailla son avant-bras. Le pistolet tomba à nouveau, mais Carlo n'avait pas fini. Il tira une seconde arme de sa ceinture, une 9 mm cachée sous sa veste de costume. « Tu aurais dû le laisser mourir !» cria Carlo du sang coulant de son bras. « La famille aurait été plus forte. Tu aurais été plus fort. » Il tira. La balle toucha Vincent à l'épaule, le faisant pivoter. Plusieurs capots sortirent leurs armes, mais Vincent leva la main, un ordre clair de rester en arrière, même alors que le sang trempait sa chemise blanche. « Garde !» cria quelqu'un à la porte. Les portes de la salle à manger s'ouvrirent à la volée. 6 agents de sécurité firent irruption, armes dégainées, mais ils s'arrêtèrent maintes fois au chaos. Verres brisés, meubles renversés, leur patron saignant et se battant avec son second. Personne n'intervient, aboya un capot. Ordre du patron. Vincent chargea Carlo, malgré son épaule blessée, le plaquant dans une vitrine de porcelaine. Le fracas fut assourdissant, la porcelaine explosant dans toutes les directions. Les 2 hommes s'effondrèrent dans les débris, se frappant sauvagement. Sous la table, Lena serra Noah plus fort, chantant doucement une berceuse que sa grand-mère lui chantait pour couvrir les bruits de la violence. Carlo, dans un dernier sursaut de rage, attaqua Vincent avant que celui-ci ne l'exécute froidement pour avoir empoisonné son fils. Devant les capots soumis, Vincent rappela que la loyauté était tout. Après la mort de son ancien ami, il retrouva Noah et le serra dans ses bras soulagé de savoir son fils enfin en sécurité. 3 jours plus tard, alors que Noah dormait paisiblement, Lena, encore hantée par la scène, avoua à Vincent sa culpabilité. Mais celui-ci lui rappela qu'elle avait sauvé Noah 2 fois et que la faute n'appartenait qu'à Carlo. Toutefois, Vincent savait que les autres familles verrait cette trahison comme une faille dans son cercle. Vincent, après avoir découvert une trahison et failli perdre son fils, Noah reconnaît le rôle crucial de Lena, la livreuse qui l'a sauvé. Noah, attaché à elle, l'appelle « Tante Lena » et Vincent l'accueille dans la famille. Bien qu'il lui offre maison et argent pour son avenir, Lena refuse le luxe, préférant rester en cuisine afin de protéger Noah et lui offrir stabilité et confiance. Impressionné par son intégrité, Vincent accepte. Au lever du soleil, Lena promet à Noah de veiller sur lui tant qu'elle respire, tandis que Vincent, touché, comprend que parfois le salut vient des endroits les plus inattendus et que courage et empathie valent plus que le pouvoir ou la richesse.